Je vous souhaite avant toute chose une très belle journée, un beau week-end. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde m'entend bien au niveau du son? Est-ce que c'est bon? Yes. Ok, excellent. Très heureux d'être connecté avec vous. C'est une première, hein, c'est notre baptême à tous, en tout cas pour la partie qui me concerne. Très, très heureux. Ouais, on peut faire un petit tour. C'est toujours agréable pour donner un peu de relief à notre appel, à notre live, savoir qu'est-ce qu'on a comme région aujourd'hui. Alors, qui est représenté? Alors, quelle région de France? La Gironde, Annecy, Marseille, excellent. Ah, puis on a des jolis départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer aussi. J'ai vu passer ouais, la Belgique, le Var, excellent. J'ai vu passer Tahiti, me semble-t-il. Excellent. Ouais, Pays Basque, à l'Est, ben, c'est super. Il y a même l'Espagne, le Maroc. Ça, c'est la magie du digital. La magie d'Internet, elle vient combler un vide, cette technologie, c'est qu'elle rétablit la distance. Et on va le voir dans un instant. La blockchain, ce qui m'a encore plus plu, moi, dans ce protocole, dans cette technologie disruptive, c'est qu'elle rétablit la confiance. C'est Internet en amélioré, en gommant les défauts. Ouais, ok, super. Allez, je vais partager mon écran. Oui, absolument. Il est enregistré. Ok, Recording in progress. c'est en cours, c'est parti. Alors, déjà, l'idée, comme c'est une première, c'est de mettre un peu en perspective sur ces lives qui auront lieu chaque samedi, hein, c'est de voir un petit peu à quoi ils vont servir, c'est vous donner la vision sur cette stratégie d'accumulation. Vous l'aurez remarqué, ma stratégie de prédilection, c'est avant tout d'accumuler du Bitcoin et de l'Ethereum, indépendamment de leur valeur fiduciaire, d'où la vision long terme qui est très importante, parce que là, ce qui est génial, c'est que ceux qui ont démarré déjà le service depuis début mars, on a fait une belle couture weekly la semaine dernière, pardon, où on a cassé des niveaux clés, on était rejeté depuis 4 mois, notamment Bitcoin et Ethereum. Donc, on va faire ce qu'on appelle un breakout, on va repartir par le haut, une reprise haussière. Et donc, on va comprendre la pertinence d'accumuler du Bitcoin quand ces derniers reprennent la valeur. Mais le but, en fait, c'est que vous ayez le plus de Bitcoin possible et le plus d'Ethereum, on va le voir dans un instant. Pour quelle raison? Parce que ces deux-là, c'est une inflation qui est inscrite dans le marbre, voire déflationniste comme l'Ethereum, puisqu'on brûle des Ethers à chaque transaction. Tout ça pour vous dire qu'il y en aura de moins en moins en circulation, alors qu'on est de plus en plus nombreux à en demander. C'est la mathématique, elle est parfaite. C'est pour ça que je suis vraiment pro-Bitcoin, ce qu'on appelle un Bitcoiners. C'est aussi pour ça que je vous duplique cette stratégie d'en avoir le plus possible, alors qu'il y en aura de moins en moins. Vous voyez, hein, comme le t-shirt d'aujourd'hui l'indique, vous en verrez beaucoup des t-shirts autour du Bitcoin me concernant, mais il est temps de passer au plan B. Plan B, c'est l'alternative. Qu'est-ce qu'on nous propose en face du système traditionnel français qui a montré ses limites, évidemment? Ben, c'est le Bitcoin. Il a vraiment été créé pour ça. Alors, je vais faire un partage d'écran en même temps. Donc, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu au fur et à mesure des lives. Alors, là, peut-être, comme c'est le premier, me présenter quand même pour déjà, mieux vous connaîtrez votre trader, mieux vous comprendrez mes stratégies et plus vous serez aligné. Ça me semble, je pense, indispensable, à moins que vous me disiez non, on va perdre du temps, on le connaît déjà. Mais je pense que de me présenter rapidement ma trajectoire, qu'est-ce qui m'a poussé qu'est-ce qui me fait que j'en suis là aujourd'hui, pourquoi je vis en Thaïlande, pourquoi je suis passionné par la blockchain. Je pense que ça peut évidemment être important pour comprendre un petit peu mieux voilà, les stratégies que vous recevez tous les jours sur Silver Mirror, ces stratégies d'accumulation. Et puis effectivement, au fur et à mesure, c'est vous montrer les différentes analyses qu'on va faire lors de ces lives, hein, ces lives qui vont se répéter tous les samedis. Vous verrez, on ne fera pas que de la technique, on fera un peu de fondamental. En fait, il y a 5 analyses très importantes pour analyser un token, pour analyser une crypto. En fait, il faut les faire converger. Ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas faire que du fondamental. Moi, par exemple, au début, j'ai compris qu'il fallait acheter du Bitcoin, mais je ne savais pas analyser un graphique. Donc, je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait acheter et revendre. Faire que de la technique sans savoir ce qui est derrière le projet, ben, c'est bien ponctuellement, mais c'est risqué parce que si le projet prend l'eau et qu'on ne se renseigne pas sur celui-ci, à un moment donné, on peut se retrouver, aussi bon trader soit-il, on peut se retrouver avec des grosses moins-values. Il y a d'autres analyses que je vous montrerai aussi qui sont intéressantes. Mais avant tout, je voulais démarrer avec ça. Ça me paraissait important pour vous donner encore une fois la vision par rapport au marché crypto. Alors, j'attends déjà que vous me donniez la confirmation. Est-ce que vous voyez bien mon écran?
Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais, ok, excellent. Eh ben, je suis ravi de voir qu'en plus, le taux de participation ne cesse de croître. On est plus de 250, c'est génial, vraiment génial de partager ça avec vous. Ouais, ok. Ça, c'est le style de vie que je suis venu chercher il y a 7 ans. C'est pour ça que je vais expliquer rapidement la trajectoire et pourquoi c'est le monde des crypto-monnaies aussi qui m'a permis ça. Et c'est ce qu'on va permettre à nous tous, hein, tous ceux qui sommes connectés ici. L'idée, c'est ça, c'est qu'on est, en termes d'adoption, on a encore des premiers adeptes. La foule n'est pas encore arrivée. C'est quand la foule va arriver, d'ici 4-5 ans, à la vitesse où ça va, l'adoption des nouvelles technologies, que les rendements et la capitalisation va se diluer. Pour l'instant, le timing est juste génial. Et on le sait, dans les investissements, le plus important, c'est le timing dans le business investissement et la vision. Est-ce que je suis au bon endroit? Ça, c'est la vision. Avec Futures, la réponse est évidente. Et est-ce que je suis au bon moment? Ça, c'est le trading. Voilà. Donc, pour créer tout ça, je vais vous montrer un petit peu avec quoi on va commencer déjà aujourd'hui. Pour rappeler un peu la généalogie, la vision qu'il faut avoir sur la crypto. Allez, je vous fais grossir un petit peu le plan ici. Je vis à Koh Samui, oui, pour ceux qui posent la question. Ce que vous voyez là, c'est mon lieu de vie au quotidien depuis 7 ans. Koh Samui, au sud-est de la Thaïlande. Alors, donc là, pour ceux et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, vous avez le CIO, le fondateur de Binance. Binance, il faut savoir que c'est le plus grand échangeur crypto à l'heure actuelle. Hein. Alors, l'année dernière, lorsqu'il y avait le pic de la alt season, hein, le pic du bull run, il y a pile un an, en avril 2021, il y avait jusqu'à 300 000 nouveaux utilisateurs par jour. Que sur Binance, 300 000 nouveaux utilisateurs. Donc, il est évidemment un des plus gros milliardaires adossés à la crypto-monnaie. Mais regardez malgré tout ce qu'il nous dit. Je trouve que c'est intéressant. Donc, on va le décrypter ensemble. Dans la crypto-monnaie, il faut être patient. Soyez vraiment patient. Soyez très, très patient. Si tu te précipites, tu vas quitter le marché bien avant que les bonnes choses arrivent. Et c'est ce qui s'est passé ces 4 derniers mois. Hein. Vous savez, les petits mindsets ont décroché parce que pendant 4 mois, c'était un marché plat, flat, horizontal, latéral, baissier, même à court terme. C'était très ennuyeux. On était testé en permanence. Beaucoup de gens sont sortis du game. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vraiment une histoire de psychologie. C'est 80% de vos résultats. Et l'investissement dans la crypto, comme il le dit, c'est pour les personnes qui savent être patients. J'adore la dernière phrase. On n'investit pas dans la crypto-monnaie pour payer son loyer chaque mois. Donc déjà, ne pas investir de l'argent dont on a besoin. Première chose, ça on le sait déjà, on le répète assez souvent dans les disclaimers. Mais c'est plutôt pour construire ces immeubles dans les 3, 4, 5, 10 ans à venir. Qu'est-ce que je veux dire par là en vous montrant ça? C'est que même si les rendements sont beaucoup plus sexy que sur tous les autres actifs financiers concernant les cryptos, on est quand même des marathoniens. On n'est pas des sprinters. Et à fortiori dans les cryptos, parce que comme tout va plus vite, ceux qui veulent aller trop vite se brûlent les ailes. Généralement, c'est ceux qui, si on y va pour gagner de l'argent, que pour la spéculation, généralement, on en perd. Là aussi, la chose la plus importante, la triptyque hein, que j'ai mis en place, l'actif le plus rentable, vous savez lequel c'est, je suppose, c'est évidemment d'investir sur soi. C'est de loin l'actif le plus rentable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est apprendre, pratiquer et gagner. Si on veut tout de suite gagner, généralement, on perd de l'argent. Et a fortiori encore plus dans les cryptos, où c'est très volatile, très instable, avec des grosses amplitudes. Voilà, c'est devenir avant d'obtenir. Une phrase que j'adore aussi, c'est être avant d'avoir. Et c'est tout ça qu'on verra ensemble, hein, dépendamment de la partie trading technique, c'est de se forger un mindset, une psychologie à toute épreuve pour être résistant à l'épreuve du temps. Allez, je vous enlève ça. OK. Alors, est-ce que tout le monde ici connaît bien l'histoire du Bitcoin? Je ne vais pas m'y attarder, je vais juste vous en reparler quand même un petit peu, parce qu'effectivement, ça vous aidera à mieux comprendre pourquoi Emmanuel nous envoie tous les jours il nous fait trader face au Bitcoin. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on ne traderait pas face à l'USDT comme font beaucoup de confrères? Est-ce qu'on connaît un peu son histoire? Pourquoi il a été créé? D'où ça vient? Vous savez que là, aujourd'hui, hier, c'était symbolique. Il y a 21 millions de jetons en circulation. Il y aura 21 millions de jetons Bitcoin en circulation. Hier, on a franchi le 19e million. Hier, c'était le 19e millionième unité de Bitcoin. Je vais quand même vite vous en reparler. Je vois qu'en plus, ouais, un rappel, hein, ça fait toujours du bien, effectivement. Puis tout le monde ne connaît pas forcément son histoire, d'après ce que je vois sur le chat. Allez. Et ça nous aidera à mieux comprendre aussi pourquoi il faut être détaché, dézoomé, ne pas regarder toujours la bougie en journalier,
comprendre que depuis 15 ans, c'est l'actif le plus rentable. Allez, on y va. Je vais me mettre ici. Vous voyez, par exemple, là, je sais qu'on était pas mal challengé pendant 4 mois. Hein. Le Bitcoin il a aussi entre 35 et 40 000 $. Je vais vous montrer ici. Hop, là. Alors, je vais couper ponctuellement ici mon écran pour améliorer la visibilité, la connexion, la bande passante. OK, voilà. Alors, effectivement, on se rend compte que le Bitcoin, il est resté là depuis début janvier, ici, là après le chute, hein, après l'annonce du conflit ukrainien. Voilà, on est resté dans cette zone-là, 35-45, pendant pratiquement 4 mois. Donc, beaucoup de gens se sont dit, mais ouais, mais le Bitcoin, il va repartir à la caille, il va s'écrouler. Ce qu'il faut regarder quand c'est comme ça, c'est qu'il faut dézoomer sur du long terme. Donc, au lieu de prendre une unité de temps ici qui correspond à une journée, vous savez que chaque bougie correspond au temps que vous lui donnez. Donc là, je suis en journalier. Donc, chaque activité de trading correspond à une journée. On dézoome quand c'est comme ça. On dézoome, on se met ici. On va se mettre en monthly. Donc là, chaque bougie va correspondre à un mois. On y va. Voilà. Regardez bien ce qui va se passer quand on fait ça. Donc là, chaque bougie, ça correspond à un mois. Et quand on fait ça, vous allez voir ce qui va se passer. On va se rendre compte que c'est l'actif le plus rentable depuis 10 ans, évidemment. Regardez bien. C'est ça qui est important. C'est ça quand le CEO de Binance disait qu'il faut être patient, mais c'est vraiment par rapport à ça. Voilà. Si on reprend ici depuis 2011, hein, donc depuis plus de 10 ans, ben là, regardez bien, si vous tracez une trendline, on est en actif qui est constamment en hausse depuis 10 ans. Tout simplement. Voilà. Et c'est ça qu'il faut garder vraiment à l'esprit. Donc l'idée, c'est d'accumuler du Bitcoin tous les jours grâce aux signaux que je nous envoie, indépendamment de sa valeur euro. Si sur un mois, 2 mois, vous voyez que ça ne bouge pas sur les euros, sur la valeur euro, c'est pas grave. Le but, c'est que vous ayez le plus de Bitcoin possible parce qu'il est même passé devant l'or. C'est vraiment l'actif le plus rentable depuis 10 ans parce qu'il y en a de moins en moins. Et c'est là que je vais vous reparler rapidement du Bitcoin. Ça, c'était une petite analyse technique et vraiment l'idée de dézoomer, hein, se mettre vraiment sur du long terme, sur de l'hebdomadaire, du mensuel, voire du trimestriel. C'est vraiment important. C'est les unités de temps les plus longues qui font la différence en trading. Hein. Ce n'est pas sur des 4 heures ou du journalier, où ça, on va prendre une position à court terme. C'est vraiment sur des grosses unités de temps. C'est le plus important. Allez, je me mets ici. Hop, OK. Je vais me mettre en mode nocturne, ça sera, voilà, ça va moins nous. Il y aura moins de luminosité. Alors, rapidement, le Bitcoin. Il est né en 2007-2008. Il est né en fait de 2 facteurs. Il y a 2 paramètres qui ont fait naître le Bitcoin. Tout d'abord parce qu'on est à l'ère du digital. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des milliards d'informations qui circulent tous les jours, des millions de réseaux interconnectés. Mais qu'est-ce qui nous manquait à l'époque? Une façon de te transférer de la valeur qui aille aussi vite qu'Internet. Et ça n'existait pas à l'époque. Alors, il y avait déjà des expériences avec du e-cash dans les années 90, où on essayait déjà à l'époque, hein, c'était les ancêtres du Bitcoin, à se transférer de la valeur sur Internet comme ça, mais ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu le succès escompté. La technologie n'était pas encore au rendez-vous. Moi, je dis souvent que PayPal, c'est l'ancêtre du Bitcoin. PayPal, c'est Elon Musk, finalement, et ses associés avaient déjà pensé à l'époque à faciliter le e-commerce, donc le commerce en ligne, grâce à PayPal. Mais PayPal, le seul problème, vous l'aurez compris, c'est que ça dépend des banques. Et c'est là que je voulais en venir aussi. Le deuxième paramètre du Bitcoin, donc il est né de l'ère du digital, mais il est aussi né de la crise des subprimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la crise des subprimes. C'était une bulle spéculative immobilière qui est partie des États-Unis, fin 2007, début 2008, et qui s'est transformée malheureusement en crise économique mondiale, où de nombreux épargnants se sont retrouvés à la rue parce que des banques ont fait faillite, notamment Lehman Brothers, la plus connue d'entre elles. Et c'est là qu'un certain Satoshi Nakamoto, alors on ne sait pas qui c'est, hein, ça crée un peu le mythe aussi autour du Bitcoin. Lui, il se prétendait être un Japonais de 42 ans à l'époque, donc aujourd'hui, il en aurait 56, 57. On pense aussi que c'est un collectif d'informaticiens parce que la mathématique de ce protocole est tellement géniale que je pense qu'il faut avoir de nombreux cerveaux pour avoir mis en place quelque chose comme ça. Toujours est-il, c'est qu'en octobre 2008, apparaît sur un blog crypto-anarchiste les premiers mots de Satoshi Nakamoto qui expliquent que Electronic Cash System peer-to-peer. Il est en train d'annoncer le Bitcoin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, il s'est dit, voilà, si une crise se répète à nouveau, comme en 2008, on va créer une monnaie qui sera décentralisée, dématérialisée, qui ne dépendra d'aucune infrastructure bancaire.
si bien que si une crise se répète à nouveau, et là vous l'avez vu, la crise sanitaire, l'inflation galopante, on a la plus grosse inflation depuis 40 ans, c'est-à-dire que notre pouvoir d'achat ne cesse de continuer à diminuer par l'augmentation du coût de la vie, des matières premières, et puis on a une crise, une tension géopolitique également. Donc tout ça vient se réunir, et effectivement, c'est là où le Bitcoin aussi a du sens, c'est que justement, comme il est décentralisé, qu'il ne dépend d'aucune infrastructure bancaire, qu'il est un rempart contre l'inflation et contre les banques centrales, eh bien, le Bitcoin, il est né pour ça, pour que si une crise se répète à nouveau, notre portefeuille soit protégé. Vraiment, ça, c'est important. Donc, au départ, c'est une valeur refuge, c'est une réserve de valeur. Le Bitcoin a été créé pour ça. Et d'ailleurs, on l'appelle souvent, le Bitcoin, on l'appelle souvent l'or du numérique, hein, l'or du web. On fait souvent l'association entre les deux. Je vais vous expliquer maintenant pour quelles raisons. Ça, c'était vous donner la vision sur le Bitcoin, comment il est né, pourquoi. Ça, c'est toujours important de comprendre la généalogie. Et puis maintenant, on va regarder techniquement pourquoi c'est une réserve de valeur, pourquoi il ne cesse de s'apprécier depuis maintenant plus de 10 ans. Alors, je fais une petite manip, excusez-moi un instant. De temps en temps, je vais regarder un peu le chat quand même pour voir si je peux répondre à certaines questions. C'est quand je démarre, je lance. Après, j'ai un peu de regard sur le chat. De toute façon, il y aura une partie questions-réponses aussi, hein. À la fin, je vous donnerai un temps de parole aussi sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Je regarderai un petit peu à la fin si j'ai raté certaines choses. Là, c'est d'abord un exposé sur le Bitcoin, de toute façon, donc ce n'est pas forcément sur les stratégies. On le verra par la suite, ça, je vous en parlerai. OK. D'abord, c'est de comprendre pourquoi on accumule du Bitcoin. Alors, voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, pourquoi je vous disais que c'est une valeur refuge, une réserve de valeur, ben, l'avantage, il est là. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qui est super important, c'est la loi de l'offre et la demande. Beaucoup de gens, en fait, ils voient quelque chose de cher, ils disent c'est super, ça a de la valeur. Ben, pas forcément. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, regardez bien, c'est que là, en fait, le Bitcoin, au moment où je vous parle, il y a eu plus de 19 millions de Bitcoins qui sont déjà en circulation. Et il y en aura en tout, hein, dans la totale supply, il y aura 21 millions de jetons. Pas un de plus. Et c'est ça qui est génial d'ailleurs, hein. La blockchain, ça permet d'être infalsifiable, 100% de proximité. Je peux vous envoyer un Bitcoin, vous allez le recevoir dans moins de 10 minutes. Voilà, très peu de frais. Et surtout, on ne peut pas tricher. C'est-à-dire qu'on peut savoir dans tous les portefeuilles par lesquels est passé un Bitcoin de 2008 à aujourd'hui. L'avantage du Bitcoin, c'est pour ça que je suis vraiment maximaliste Bitcoin, même par rapport à toutes les autres cryptos. Oui, il y en a qui font beaucoup plus vite, qui sont plus sécurisés, qui sont plus rapides. Ce qui est sûr, c'est que factuellement, le Bitcoin est la blockchain la plus décentralisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a jamais été hackée. Il n'y a personne à sa tête. Donc, elle est apatride, elle ne dépend pas d'une nation, elle ne dépend pas de quelqu'un. Si on interdit le minage en Chine, comme ça s'est passé l'année dernière, les mineurs, ils débranchent leur machine, ils vont se mettre au Kazakhstan ou au Texas. Ça n'empêchera pas le Bitcoin de continuer à progresser, à s'évaluer. Ça, c'est toujours important aussi. C'est une crypto anarchiste, en fait, hein. Anarchiste, au bon sens du terme. On rétablit le pouvoir monétaire aux mains du peuple. C'est ça qui est génial avec le Bitcoin et la blockchain. Vous savez, rapidement, en fait, il y a 5 pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. On a un 4e pouvoir aussi qui est de plus en plus important. On s'en rend compte en ce moment surtout depuis la crise sanitaire. D'ailleurs, la plupart 90% des médias appartiennent aux 5 personnes les plus riches de France. C'est le pouvoir médiatique. Ça, c'est un pouvoir qui est très important parce qu'il contrôle l'opinion. Et vous avez un 5e pouvoir. Il contrôle les 4 autres. C'est le plus important, c'est le pouvoir monétaire. Et l'avantage du Bitcoin, c'est qu'en fait, tout le monde peut faire partie du réseau. N'importe qui peut miner du Bitcoin s'il le souhaite, à condition d'être rentable, hein, de choisir sa région pour ça. Mais voilà, on fait tous partie du réseau. Personne ne peut le hacker parce que le protocole est ainsi fait. Il faut faire partie de 51% du réseau pour ça. Ce qui est vraiment génial, c'est que voilà, on a trouvé une alternative à la finance traditionnelle. Donc, vous voyez, ici, en 2140, il n'y aura plus un seul Bitcoin en circulation, en tout cas qui sera miné. Il n'y aura plus un jeton de plus. Et ce qui est génial, c'est que ni les banques, ni les gouvernements pourront rajouter, un peu comme vous le savez, la planche à billets. On n'a jamais fabriqué autant de billets de banque, c'est pour ça qu'ils perdent la valeur. Ben, le Bitcoin, on ne pourra pas faire ça. En 2140, il n'y aura plus un seul Bitcoin de miné. Ça sera seulement l'offre et la demande. Donc maintenant, pourquoi il a pris autant de valeur? Le génie de Satoshi Nakamoto, en plus d'avoir mis une quantité limitée en circulation, ce qui déjà, au fil du temps, lui permet de s'apprécier, de se rarifier, ce qui est en plus encore plus génial avec lui, c'est qu'effectivement, en plus de lui donner un côté rarifié, hein, une inflation qui est inscrite dans le marbre,
c'est que tous les 4 ans, il s'est dit, voilà, en plus de se dire qu'il y en aura un nombre limité, tous les 4 ans, on va diviser sa production par 2, les récompenses pour les mineurs, ce qu'on appelle en anglais le halving. Halving, ça s'écrit avec un H, vous pouvez faire des recherches. D'ailleurs, je vous recommande toujours de croiser vos recherches, hein. Ne pas seulement écouter ce que je peux dire, hein, c'est mon expérience personnelle. Et le halving, ça s'écrit avec un H, ça signifie en anglais division. Et vous savez qu'il y a ce qui est important aussi dans les analyses, hein, je vous disais, il y a l'analyse fondamentale, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est le Bitcoin? D'où ça vient? Pourquoi, d'après moi, il faut qu'on en possède tous un petit peu, hein, c'est obligatoire dans son portefeuille. Après, vous verrez, il y a des analyses, je vous en montrerai d'autres aussi, hein. Il n'y a pas que l'analyse technique et fondamentale. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que tous les 4 ans, depuis 2008, il y a un halving, c'est-à-dire que tous les 4 ans, on divise la production du Bitcoin par 2. Et donc, premier halving, il a eu lieu en 2012, ici. Et en fait, au départ, on fabriquait 50 bitcoins toutes les 10 minutes dans la chaîne de blocs, donc dans la blockchain. Toutes les 10 minutes, on fabriquait jusqu'à 50 bitcoins. À partir de 2012, on s'est mis à diviser la récompense des mineurs et donc la production de bitcoin par 2. On est passé de 50 bitcoins toutes les 10 minutes à 25. Et regardez bien ce qui s'est passé sur le bitcoin pendant cette période-là. Bon, il y a aussi des phénomènes macroéconomiques, hein, ça a un impact aussi sur le bitcoin. C'est qu'à l'époque, vous savez, en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a la Grèce qui avait fait faillite. Il y a les Chypriotes, le gouvernement chypriote aussi, Chypre, qui avait menacé de récupérer 10% de tous les épargnes de ses habitants. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Chypriotes, ils ont eu très peur. Ils se sont réfugiés dans le métal précieux qui s'appelle l'or et dans le bitcoin. Et entre-temps, en plus, on s'est mis à diviser sa production par 2. Donc le bitcoin, en 2011, il est passé ici de 100 à 1150 $. Ici. Deuxième halving, 2016. Juillet 2016, on passe de 25 bitcoins toutes les 10 minutes à 12,5. Le bitcoin à l'époque, c'est à l'époque où on m'a présenté le bitcoin, hein, j'ai découvert en 2016, en juillet 2016, et il valait 500 $. Qu'est-ce qui s'est passé? L'offre et la demande, eh bien, encore une fois, comme on a encore divisé sa production par 2, il est passé donc de 500 $ en 2016, par ici, là, à son pic. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain. Hein. Vous ne vous dites pas chaque fois qu'il va avoir un halving, le lendemain, il va faire x10. Non, non. Ça se met en place insidieusement, c'est l'offre et la demande. Il commence à se raréfier au fil des jours, des semaines et des mois. Là, c'est pour vous dire qu'en fait, 14 mois après, il est passé de 500 $ ici à 19 500 $ le 17 décembre 2017. Très bonne nouvelle. En termes de timing, je vous en parlais tout à l'heure, le troisième halving, il a eu lieu en mai 2020. Par ici, le Bitcoin était donc à peu près aux alentours de 8 000 $. On est passé dans la chaîne de blocs de 12,5 Bitcoin à 6,25. Pour vous le dire autrement, désormais, depuis mai 2020, on est passé de 1800 Bitcoins par jour à 900 Bitcoins. Et puis en plus, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La crise sanitaire, les gens se sont retrouvés bloqués à la maison. Plutôt que de regarder Netflix toute la journée, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre à investir, à se former en ligne. Le Bitcoin et les crypto-monnaies ont connu un franc succès aussi en partie de cette crise sanitaire. Les institutionnels, les banques privées, les gros acteurs de ce monde, les entreprises se sont mis aussi à adopter le Bitcoin. Donc, il est passé en fait de 8 000 $ à son point le plus haut ici, son ATH, ici. Bon, petit bug sur la souris. Voilà, son point le plus haut qui est ici, 69 000 $ le 10 novembre 2021. Et la bonne nouvelle, c'est c'est des cycles. Hein. Le Bitcoin est soumis à des cycles. Donc, tous les 4 ans, vous savez que là, le prochain sera en 2024. On pense que c'est le dernier qui sera vraiment significatif. On va passer de 6,25 Bitcoin à 3,12, 3,225. Donc là, évidemment, on va préparer en fait le prochain halving. Là, tout ce qu'on fait maintenant, tous les signaux que je vous envoie tous les jours, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir une vision à long terme. On va préparer le prochain halving. Ce que j'ai fait quand j'ai commencé en 2016, moi j'accumule du Bitcoin en fait, même en période de bear market. Hein, on disait le Bitcoin, il est redescendu à 3 000 $ en 2019. Mais moi, c'est la période où j'ai le plus accumulé de Bitcoin. Comme ça, quand je sais que dans tous les cycles, le Bitcoin retrouve un cycle haussier, hein, du fait de l'offre et la demande et le fait qu'il se raréfie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu un réveil du Bitcoin en décembre 2020, tout ce que j'avais accumulé pendant 2 ans, les 2 années précédentes, m'ont permis de faire un x10 ou un x20 sur mon portefeuille. Voilà, mais c'est dans les périodes. En fait, quand tout le monde achète, c'est là qu'il faut vendre. Et quand tout le monde vend, c'est là qu'il faut acheter. C'est aussi ça, la psychologie que je vous dupliquerai au fur et à mesure de nos lives. C'est vraiment le plus important.
Et ça, c'est une analyse qu'on appelle le sentiment de marché. Donc, vous avez vu, il y a le fondamental, c'est ce qu'on a vu là aujourd'hui sur le Bitcoin, pourquoi il est né et pourquoi il faut en avoir. L'analyse technique, c'est ce qu'on va voir un peu tous les samedis. Est-ce que c'est le bon moment d'en acheter? Est-ce que c'est le bon moment d'en revendre? Voilà, tout ça, on va le voir régulièrement également. Il y a aussi l'analyse qu'on appelle de sentiment de marché. Alors, excusez-moi un instant, il y a quelques notifs, je vais l'enlever. Voilà. OK, donc sentiment de marché, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est ce qu'on appelle le fear and greed. Vous avez dû en entendre parler, je suppose, ici. Le fear and greed, c'est est-ce que les gens sont cupides? Est-ce qu'on est dans le vert? Ou est-ce que, à l'inverse, les gens ont peur? Est-ce qu'on est dans la crainte? Et effectivement, comme on le sait, je me mets sur le maximum, quand on est en dessous de 30, par exemple, quand la peur est en dessous de 30, on sait que c'est les meilleurs moments pour acheter. Tout ce qui est en dessous de 30, pourquoi? Parce que c'est quand les gens ont peur qu'il faut racheter. Ce n'est pas quand le Bitcoin est à 70 000 $, c'est le contraire, quand il connaît une grosse correction, une liquidation, quand effectivement il y a un événement qui crée de la panique sur les marchés. Ben, par exemple, pour vous donner un exemple que vous connaissez tous, le Covid. Moi, à l'époque, avec ma communauté, je disais que c'est une très bonne nouvelle. Le Bitcoin avait perdu 40% de sa valeur en 24 heures, comme tous les autres actifs financiers d'ailleurs. Et au lieu de paniquer, ben, j'ai dit, écoutez, c'est une très bonne nouvelle, c'est une aubaine, on va pouvoir acheter du Bitcoin à 5 000 $ alors qu'il en valait 8 000 2 jours avant. Et effectivement, c'est ces moments-là, hein, regardez, hein, c'est ici, là. Là, on y est, là, mars 2020. Regardez bien le fear and greed ici. On était au plus bas, hein. On est rarement descendu aussi bas depuis la crise sanitaire. On a eu 2 pics ici qui étaient intéressants. En février encore, là, ici, avec la tension géopolitique, là, il y avait un pic très intéressant à racheter. Et à l'inverse, quand vous avez, alors ça, vous pourriez y aller aussi, hein, le fear and greed. Hein, vous pouvez voir ici les différents sites, hein, voilà, les adresses qui sont là. Et là, en fait, qu'à l'inverse, qu'on voit que tout est vert, que tout le monde parle du Bitcoin dans les réseaux sociaux, que vous voyez des shitcoins qui font des 200% quelques jours, que le jauge, elle est ici, au maximum. Là, il faut s'inquiéter. Vous savez, c'est Warren Buffett, hein, qui est multimilliardaire dans les investissements, qui dit toujours, quand les gens sont cupides, c'est là que je m'inquiète, et quand les gens ont peur, c'est là que j'achète. C'est là que je suis cupide. Ben, de la même manière, de temps en temps, vous regarderez l'analyse, on le fera ensemble, hein, chaque fois qu'on se connectera, une fois par mois. Lorsqu'on aura des pics ici au-dessus de 70, ben, si vous me permettez l'expression, ça pue. Voilà, c'est là qu'il faut revendre. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, hein, d'ailleurs, hein, si on retrouve ici. C'est vraiment là, quand le Bitcoin est en fait en force, en puissance, qui prend beaucoup de valeur, qui va commencer à falloir s'inquiéter, quand les altcoins commencent à prendre vraiment des 200-300% tous les jours ou toutes les semaines, sur des dossiers qui n'en sont pas, en plus, qui n'ont pas de fondamentaux, sur des shitcoins, quand il y a beaucoup de hype et de tendance sur les réseaux sociaux, c'est là justement qu'il faut reprendre ses profits. Voilà, donc ça, c'est l'analyse de sentiment de marché. Vous avez une autre analyse qu'on verra aussi ensemble. C'est tout ça, hein, qui permet de vous envoyer des trades. Hein. Ce n'est pas juste de regarder TradingView. C'est toutes ces analyses-là que je recoupe, que je fais converger ensemble. Est-ce que vous connaissez Glassnode? Est-ce que certains d'entre vous connaissent les métriques, les données on-chain qui s'appellent Glassnode? Je vais répondre à vos questions, hein, sur la partie money management. Ne vous inquiétez pas. Ouais, OK. Alors, Glassnode, c'est ce qui vous permet de savoir un peu ce que font les mains fortes. Si elles achètent, si elles revendent. Là, par exemple, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin en circulation. Là, en ce moment, la plupart des Bitcoins sont sortis des échangeurs. Les mains fortes, qu'est-ce qu'elles font? C'est elles qu'il faut suivre. Hein. Il ne faut pas suivre la foule, il faut suivre les mains fortes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles accumulent du Bitcoin, comme nous, on le fait en ce moment, tous les jours. Elles ne le revendent pas. Quand on reverra beaucoup de Bitcoin en circulation sur les échangeurs, ça voudra dire qu'ils vont les revendre. Là, il faudra s'en inquiéter, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Voilà, c'est toutes ces analyses-là en fait, qui sont importantes pour faire un bon trade ou pour être un bon investisseur. Allez, je vais vous montrer ça aussi parce que ça, c'est ultra important. Je vous ai dit tout à l'heure, rapidement ici. Alors, je vais mettre ce petit croquis qui est là. OK. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran également? Oui, c'est bon. Alors ça s'appelle mainstream. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin se dirige vers le marché global, vers monsieur, madame, tout le monde. Là, ce qui est intéressant, dans toutes les courbes d'adoption, un peu comme Internet, d'ailleurs, on va faire l'analogie avec Internet, c'est que le cycle d'adoption, il est bien avancé. Vous voyez, la révolution technologique des cryptos est en train de devenir évidente. Vous savez, comme on dit souvent, dans chaque révolution technologique, on passe par 3 phases. Ridicule, c'était ici.
Hein, en 2012, il y avait très peu de gens qui croyaient aux crypto et au Bitcoin. Il n'y avait que les traders professionnels qui en ont entendu parler ou certains ingénieurs dans la partie blockchain. Après, il y a la partie dangereux. Ça, c'est en ce moment, vous l'aurez compris. C'est pour ça qu'on a beaucoup de rapports de textes de loi, des amendements, de l'encadrement autour des cryptos, parce que ça devient dangereux pour les États. Et après, ici, quand on sera ici au niveau de la foule, là, quand on aura 33% de la population qui vont utiliser le Bitcoin et la technologie blockchain, ici, ça deviendra évident. Ça, c'est super important de comprendre ça. C'est ce qui fait qu'en fait, vous savez, on dit tout le temps, après un bull market, il y a un bear market. Mais en fait, ça ne veut rien dire, un bear market. Ça veut dire quoi? Un bear market, ça veut dire, pour moi, techniquement, c'est une correction. Ce n'est pas un mot qui a du sens, bear market. Là, en fait, l'adoption est telle maintenant, je pense qu'il n'y aura même plus de bear market au sens longtemps. Il y aura de temps en temps des marchés horizontaux, comme on a connu là pendant 4 mois. De temps en temps, il y aura des corrections parce que le marché s'est durci, s'est professionnalisé. Il faut savoir maintenant qu'il y a beaucoup d'effets de levier. Avant, ça n'existait pas dans les cryptos. Il y a des futurs, il y a beaucoup de trading papier. Hein. Il n'y a pas seulement des achats et des reventes sur le trading spot. Donc tout ça, ça fait un peu comme les actifs boursiers ou les actions. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des liquidations. Mais il n'y aura pas de bear market au sens où, tiens, là, on a un Bitcoin qui va totalement repartir à 10 000 ou même à 20 000 dollars parce que l'adoption ne cesse de croître. 2022, ça sera vraiment l'adoption des entreprises. Vous voyez, là, il y a eu les innovateurs. Là, il y a les premiers adeptes dont on fait partie. D'ailleurs, on peut se féliciter, on fait partie des premiers adeptes. Voilà, nous, on est à peu près ici, au moment où je vous parle, vous dire où exactement, je pense qu'on est pile au milieu, là, ici. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est un peu comme Internet. Hein. On est un petit peu en termes d'adoption en 2021, on était comme le même nombre d'utilisateurs qu'Internet en 97. Voilà, pour ceux qui ont connu un peu Internet aux prémices, on estime qu'il y avait le même nombre d'utilisateurs en crypto-monnaie en 2021 comme Internet en 1997. Et on pense également que dans 4 ans, d'ici 2025, il est estimé qu'il y aura 1 milliard d'utilisateurs Bitcoin. Et ça correspond au même nombre d'utilisateurs Internet en 2005. Et je pense que ça sera à peu près ici, d'ici 3-4 ans. Voilà. Et il y a un autre investisseur très connu qui s'appelle Raoul Pal, vous pouvez vérifier, Raoul Pal, qui estime que la crypto market cap, aujourd'hui la crypto market cap, elle est à un peu plus de 2000 milliards, elle sera d'ici 10 ans jusqu'à 200 000 milliards. Donc ça sera 100 fois la valeur actuelle. Mais elle va aussi se diluer. Donc plus il y aura de capitalisation, moins les rendements seront sexy, seront exotiques. En fait, dites-vous que dans 4-5 ans, on achètera du Bitcoin comme on achète un titre Tesla ou une action chez Apple, par exemple, ou chez LVMH. Les rendements seront à peu près similaires parce qu'il y aura beaucoup plus de capitalisation, donc les rendements vont se diluer. Mais à l'inverse, la bonne nouvelle aussi, c'est que dans quelques années, le marché sera beaucoup plus stable. Donc, le Bitcoin ne fera pas des drawdowns de 20-30% dans la journée. Mais à l'inverse, moins c'est volatile, moins c'est rentable aussi. Tout ça pour vous dire que nous, on est là, on va vivre de belles années ensemble, on va accumuler un maximum de Bitcoin et d'Ethereum avec les stratégies que nous envoie tous les jours sur Silver Mirror pour que quand là, on aura vraiment ce pic, on puisse vraiment changer un maximum de vie. C'est ça vraiment le but. Moi, encore une fois, depuis 2016 que j'ai eu l'information, maintenant, je peux dire vraiment, avec beaucoup de plaisir et de gratitude, que je vis des crypto-monnaies. J'adore cette technologie parce qu'elle est en train de révolutionner le monde aussi. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est que la face immergée de la technologie blockchain. Maintenant, vous avez peut-être entendu parler des NFT, de la finance décentralisée, de toute la partie. Le monde est en train de se tokeniser, en fait. L'immobilier, la musique, les œuvres d'art. C'est ça qui est important. En fait, la blockchain, si on voulait, je peux vous donner une définition. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris près de 4 ans pour donner la définition de la blockchain en quelques mots, parce que c'est un protocole informatique qui est assez complexe. La blockchain, en fait, c'est un protocole qui permet de transférer de la valeur sur Internet sans intermédiaire. Voilà. Et dans valeur, justement, ce n'est pas que de la crypto. Ça peut être un bien immobilier. Ça peut être un morceau de musique, une galerie d'art. Ça, c'est la partie NFT. Et ça, on en est vraiment aux prémices. Donc, on est les premiers adeptes pour les cryptos, mais en plus, on va découvrir la blockchain 2.0. Et là, comme on va être les premiers à avoir l'information, nous, on prend le plus de risques. Donc, c'est nous qui aurons les meilleurs rendements. Et on peut vraiment se féliciter de ça. Et tout ça, on va le vivre ensemble. Allez, est-ce que c'est bon? C'est plus clair par rapport à l'adoption? C'est vraiment ça qu'il faut que vous regardiez aussi quand vous voyez un peu votre portefeuille Binance qui fait un peu grise mine, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle ou parce que le Bitcoin a corrigé.
pensez vraiment au cycle d'adoption, qui ne cesse de croître tous les jours un peu plus, au nombre d'utilisateurs, et pensez à, tout à l'heure, quand je vous ai monté TradingView, pensez à l'unité de temps mensuelle, où c'est l'actif qui prend le plus de valeur depuis 10 ans. C'est vraiment comme ça que ça vous permet d'être résistant à l'épreuve du temps aussi. C'est super important. Voilà. Allez, je vais passer maintenant sur la partie un peu questions-réponses. Alors, je vais aussi vous montrer rapidement un ordre de vente sur Binance. Hein, lorsque ça arrive encore rarement, mais il peut nous arriver, vous avez vu, hein, on est en train d'améliorer tous les jours la partie développement, la partie technique de l'automatisation. Il peut y avoir encore quelques bugs, ça peut arriver, il y en a de moins en moins. Mais de temps en temps, si un trade il vous est signalé par mail, n'est pas pris, l'ordre de vente n'est pas fait automatiquement, vous pouvez le revendre vous. Je vais vous montrer comment ça marche. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Tout est clair? Ouais, ok, super. Ouais, c'est la définition, exactement. Ok. Allez, je vais me mettre ici. Hop. Ah, donc là, on est sur Binance. Hein, vous reconnaissez bien la plateforme. Puisque notre clé API est reliée à Binance. L'avantage, c'est que vous êtes détenteur de votre portefeuille. Vous répliquez, vous copiez seulement les signaux de trading que nous envoie, mais à tout moment, vous pouvez désactiver l'automate, vous pouvez changer le money management, vous pouvez faire plein de choses. C'est ça qui est génial. Vous pouvez prendre vos propres positions également. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure comment, d'après moi, avoir un portefeuille idéal. Ça, on pourra le voir aussi ensemble. Hein. Évidemment, on mettra l'accent sur le service Silver Mirror, mais je vous montrerai aussi comment vous pouvez constituer un portefeuille, si cela vous intéresse, avec des unités de temps en holding, en semi-holding, en swing et en intraday. L'idée, en fait, c'est que vous ayez plusieurs unités de temps sur votre portefeuille. L'intraday et le scalping, c'est ce que je nous envoie tous les jours. On va clôturer des trades en une journée, voire des fois en quelques heures. Le holding, c'est garder le Bitcoin 2 à 5 ans minimum, hein, vraiment minimum 2 à 5 ans. Et entre les deux, il y a une unité de temps qui s'appelle le swing. Et là, vous verrez, c'est une stratégie USDT qui va être bientôt automatisée. Je peux aussi envoyer des trades en USDT aussi en manuel. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir des projets. Est-ce que certains d'entre vous ont des projets indépendamment du Bitcoin et de l'Ethereum? Est-ce que certains d'entre vous ont des projets sur leur portefeuille crypto, des projets qui hold sur du moyen long terme, sur quelques semaines, quelques mois? Est-ce que vous avez autre que du Bitcoin et de l'Ethereum? Parce que ça, c'est très important. C'est ce qui vous permettra d'avoir de la vitalité aussi sur votre portefeuille. Oui, ouais, ok. Bon, ok, super. Ouais, ouais, c'est important. Je vous le montrerai dans un instant. Alors, je vous montre juste cette partie technique, hein, parce que ça avait été abordé aussi. On a eu, pas beaucoup de fois, hein, quelques anomalies de ce côté-là. Alors, vous voyez, par exemple, si là, imaginons que j'envoie un trade sur Algo BTC, mais il n'apparaît pas. Vous voyez que le trade est pris par l'automate, mais il n'y a pas l'ordre de vente. Ça vous est signalé par mail. Alors, quand c'est le cas, vous allez sur la paire en question, vous tapez Algo BTC, tout simplement. Là, vous voyez bien que le trade a été pris. Et par contre, la vente n'a pas été faite. Donc, quand vous voulez revendre, si vous voyez que le prix correspond justement au TP que je nous ai envoyé, ici, là, vous mettez donc sur vendre au prix du marché, puisque vous voulez revendre l'actif maintenant, puisqu'il a touché son TP. Encore une fois, ça a été signalé par mail, pour ceux qui ne savent pas encore le faire. Vous mettez vendre Algo BTC au prix du marché, vous mettez 100%, puisque vous voulez tout revendre vos algos, ici, et vous mettez vendre, et là, instantanément, vous vendez vos algos qui vont se remettre en Bitcoin en faisant 3% de Bitcoin en plus. Voilà, vraiment l'idée, c'est pourquoi on traite face au Bitcoin et face à l'ETH? Parce qu'à chaque fois qu'on fait des gains, on ne les fait pas en euros, on les fait en quantité de Bitcoin et d'Ethereum. Donc ça, c'était très important. Je vous montre une dernière chose que des gens, ça revient souvent aussi, c'est l'ordre OCO. Alors l'ordre OCO, qu'est-ce que c'est? Imaginons que je nous envoie un trade, même des fois, ça peut être un trade, pas seulement sur Silver Mirror, mais un trade en USDT, ou même vous voulez prendre une position, c'est super important de savoir qu'on peut mettre un stop loss et en même temps un TP sur le même trade. Et les gens ne savent pas, me disent, non, ce n'est pas possible sur le trading spot. Si, sachez que vous pouvez, ce n'est pas seulement sur les effets leviers ou sur les futurs, où juste on spécule à la hausse ou à la baisse, sachez que même en trading spot, vous pouvez passer un ordre OCO avec un TP et un stop loss. Je vous montre rapidement. Imaginons ici, vous voulez acheter du Bitcoin. Là, d'ailleurs, c'est très, très intéressant. On le verra aussi dans un live, comment on peut faire justement pour acheter sur plusieurs stratégies. Vous voulez acheter du Bitcoin ici. Voilà, je me mets sur acheter. Je me mets ici sur OCO, tout simplement. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez acheter à deux prix différents. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez acheter, par exemple,
Alors, l'idée, c'est d'acheter sur une résistance et sur un support. Hein, par exemple, l'idée, maintenant, ça serait que s'il retouche à 42 000, ça serait intéressant d'acheter à 42 000. Voilà. Par exemple, 42 000 ici. Alors, il y a quelques petits bugs avec Binance. Ça, c'est les aléas du direct. Donc, je vais acheter. Mon meilleur scénario, c'est d'acheter un support. De racheter, par exemple, ici. Allez, en 4 heures, j'aimerais racheter à 44 000. Donc, je mets 44 000. Et à l'inverse, si le Bitcoin ne redescend jamais à 44 000, ben c'est d'acheter à la résistance ici, la plus haute, qui a été 48 000 hier matin, ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, soit parce qu'en fait, il y a des niveaux clés sur le Bitcoin. Il fallait qu'il casse les 42 pour passer à 45. 45, c'était un niveau qui a été rejeté pendant pratiquement 4 mois. Il a cassé les 45 dimanche dernier. Il est monté rapidement à 48. Là, il a été rejeté parce que la prochaine résistance à passer, maintenant, c'est les 50. Donc, imaginons que l'idée, c'est d'en acheter à 44. Après, on va en acheter éventuellement à 48. Ce qui fait qu'en fait, ce qui est intéressant, là, vous mettez la quantité que vous voulez acheter en USDT. Je vais acheter, par exemple, voilà, je vais acheter pour 115 $ de Bitcoin, par exemple. Et là, l'idée, c'est que si le Bitcoin, en fait, quand vous allez passer l'ordre, si le Bitcoin, ici, pardon, si le Bitcoin ne s'achète pas à 44, et bien à l'inverse, il s'achètera à 48. Donc, en fait, vous avez deux scénarios différents sur un seul signal d'achat. Ça, c'est génial. Parce que du coup, soit vous allez acheter un support, soit vous allez acheter une résistance. Mais dans tous les cas, vous ne regarderez pas passer le train. On va dire, ah, il n'est pas descendu à 44, voilà, maintenant c'est trop tard, je ne peux pas en acheter. Si, parce que vous avez mis deux points d'achat différents. Et pour la vente, regardez pourquoi c'est intéressant aussi. La vente, imaginons, vous voulez revendre du Bitcoin, par exemple, à 58 000 $. Vous mettez 58 000 ici. Et à l'inverse, si vous voulez revendre votre Bitcoin, si vous voyez que la stratégie se retourne, en dessous des 42 000, vous voulez sortir du jeu parce que vous avez peur qu'il descende plus bas. Vous mettez, par exemple, je veux revendre mon Bitcoin à 42 000 si jamais le scénario se retourne. Là, vous mettez une confirmation, par exemple, à 41 500. Ici, 41 500. Ce qui fait qu'en fait, soit à 58 000, vous sortez gagnant, soit à l'inverse, vous mettez un stop loss. Donc, s'il descend en dessous de 42, vous voulez sortir du jeu parce que vous avez peur qu'il descende après à 35 ou à 30 000. Donc là, vous avez mis 45 000, 42 000 $ et vous mettez une confirmation pour que l'ordre se déclenche. Vous mettez une confirmation à 41 500. Comme ça, vous êtes sûr que le Bitcoin redescend vraiment en dessous de 42 000. Et là, à ce moment-là, vous voulez sortir, par exemple, la totalité de votre Bitcoin ou alors que la moitié. Et là, quand vous allez passer l'ordre, vous avez soit un ordre de vente, ici, vous clôturez en gain avec 20-30% de plus-value, soit à l'inverse, vous limitez la casse et vous pouvez sortir ici en stop loss à 42 000. Voilà, je sais que c'était souvent demandé, je voulais vous montrer ça rapidement. Est-ce que c'est clair par rapport à ça? Donc, l'ordre co vous permet de mettre à la fois un TP et à la fois un stop loss. Alors, alors maintenant, je vais regarder un peu par rapport aux questions. Je vois qu'il y en avait pas mal sur l'automate. Alors, je reprends un petit peu dans l'ordre ici. Alors, sur les deux derniers trades FTM, BTC, il est écrit sur le dashboard TP2 touché, alors que pas vraiment sur Binance. Et les graphiques, tu peux check s'il te plaît. Alors, FTM. Alors, FTM, ici, BTC, on est là. Alors, on va se mettre ici. Alors, c'est stratégie. Je vais mettre sur la... Là, je vous montre en direct. Vous allez vous mettre à ma place le temps d'un instant. On va regarder ensemble les différentes stratégies. Ici. Voilà, ça, c'est les rendements qui ont été octroyés, vous l'avez vu peut-être pour le mois de mars, sur le capital global, en considérant, ça aussi, je vais vous montrer, le money management, c'est super important. Vraiment, mettez 10% par trade, ça vous permettra d'avoir jusqu'à 10 positions, d'avoir un vrai turnover. Alors, quand le TP est affiché ici, c'est que le TP1 est gagnant, pas forcément le TP2. Après, c'est à nous de vérifier sur le TP2 s'il est clôturé. Quand on a un TP qui est affiché ici, alors regardez FTM, le trade de ce matin, point d'entrée entre 3450, 3550, 3605. Alors, est-ce qu'il a été touché? On va aller voir. Ici, FTM en 4 heures. Là, je me mets même en 15 minutes. 3605. Le point le plus haut aujourd'hui, 3605. Et on avait mis un TP pour le trade d'aujourd'hui à 3605. Alors, s'il n'a pas été vendu, là aussi, ça peut arriver. Ce n'est pas la faute de Binance ni de l'automate. C'est l'offre et la demande. Quand le point le plus haut, la mèche
acheteuse arrive au point que j'ai indiqué moi, au point de revente, ben, tout le monde n'est pas forcément servi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut juste attendre une confirmation du marché. Et lorsque le FTM arrivera à 3606 ou 3607, tout le monde sera servi. Si là, c'est un cas de figure qui est intéressant pour le coup. Hein. Là, le point le plus haut, ça a été vraiment le point que j'ai fixé moi, hein, ici, hein, vous avez vu, 3605, et on n'est pas là au-dessus. On est arrivé avec une mèche acheteuse ici à 3605. Là, ça peut arriver que tout le monde ne soit pas servi. Il ne faut pas s'en inquiéter, il faut juste attendre que le marché remonte à nouveau, et dès qu'on arrivera à 3606, tout le monde sera servi. Voilà, ça c'est important. Alors, donc là, il a été touché, factuellement sur le papier, il a été touché le TP1. Le TP2 n'a pas été encore touché, non, évidemment. OK. Alors, je regarde un petit peu s'il y a d'autres questions. Le bug sur Ethereum a été réglé. Alors, oui, ça va déjà mieux. Hein, regardez bien ici. Là, vous avez accès à mon dashboard. Hein, donc, on le voit de l'intérieur. Regardez, alors, ça, c'est le dernier trade sur le DOT que j'ai lancé juste avant qu'on se connecte ensemble. Vous voyez, de plus en plus, il y a pratiquement maintenant beaucoup plus de gens qui sont servis. Le trade à moins d'une heure. Hein, donc, c'est toujours sur la fourchette. On va servir de plus en plus de gens. Regardez, hein, on est pratiquement maintenant, hein, vous avez vu quand même, ça s'améliore tous les jours un peu plus. L'objectif, c'est que d'ici une semaine encore, peut-être même avant, tout le monde soit servi. Vous voyez, ça progresse quand même nettement mieux hein, par rapport aux semaines précédentes. Vous avez vu un petit peu la différence. Donc, on est vraiment, vraiment sur la bonne voie. Ça, c'est évidemment très positif. Et sur la partie ETH, on va la voir ensemble. Ici. Là aussi, on a bien progressé. Le TH, pourquoi c'est plus compliqué? Pourquoi on a moins de trades en ETH? Ce n'est pas parce que j'aime pas le TH, hein, j'adore ce projet, c'est le Google de la blockchain. C'est qu'en fait, le TH, il y a beaucoup moins de volume. Il y a moins de paires aussi. Regardez bien, par exemple, je mets sur ETH, ici sur Binance, ETH, vous voyez, il y a beaucoup moins de paires éligibles. Hein. Il y a plus de 350 paires que je peux trader face au Bitcoin. Le TH, on est loin de ça. Hein. On a une cinquantaine de paires. Donc, il y a déjà moins de volume parce qu'il y a moins de transactions sur le ETH par rapport aux autres tokens. Mais en plus, il y a moins de paires éligibles. Donc, j'ai moins d'opportunités à vous proposer. Et donc, comme on est quand même un certain nombre, ben, il y a moins de gens qui sont servis. Il faut aussi le comprendre. C'est pour ça que je nous envoie moins de trades en ETH. Hein. Mais regardez déjà comme on a progressé aussi sur cette partie-là. Regardez par exemple ici, Luna ETH, pareil, je nous ai envoyé juste tout à l'heure, avant qu'on se connecte tous ensemble. Voilà, on a pratiquement servi les plus des 2/3. Hein, et le trade est encore en cours. Voilà, là plus de la moitié aussi. Voilà, vous voyez, ça progresse. Hein. On a quand même bien progressé sur le TH. C'est vrai qu'on avait connu beaucoup de difficultés par rapport à la liquidité et au volume de transactions. Donc, on est quand même sur la bonne voie. Hein. Je vous le montre en temps réel. Voilà. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi sur Silver Mirror, il n'y a pas de stop limit? Parce que comme on traite sur des actifs qui sont très volatiles, autant sur USDT, je vous en mettrai, parce que la stratégie, c'est des indicateurs différents. Hein. Je me base sur Fibonacci, je me base sur des bandes de Bollinger, sur des moyennes mobiles, alors que là, sur ETH, BTC, pas du tout. Mon principal indicateur, en fait, c'est les volumes de transactions. Pourquoi tout à l'heure, je vous envoyais un trade sur Luna ETH? Regardez bien. Alors moi, après, j'ai des outils qui permettent de voir un petit peu les volumes de transactions inhabituels. Je me mets ici. Luna ETH. En 15 minutes, hein, je prends une unité de temps beaucoup plus courte, alors que sur USDT, je prends une unité de temps plus longue. Je me mets en 1 heure, en 4 heures. Là, je me mets sur des unités de temps plus courtes. Regardez bien. Donc là, ici. Pourquoi je vous envoie un trade sur Luna ETH? Regardez l'histogramme des volumes de transactions. Ça veut dire que là, il y a un regain des investisseurs sur Luna face à ETH. Donc, c'est là qu'il faut acheter, ou alors ce qu'on peut appeler aussi un breakout, une reprise par le haut. Voilà, ça c'est intéressant. Là, il y a eu un petit pullback, on est revenu. Donc, moi, je me suis positionné ici parce qu'il y a un rebond haussier. D'ailleurs, je pense même que le trade a peut-être déjà été clôturé. Donc, les unités de temps sont différentes, elles sont plus courtes. Et comme les actifs sont beaucoup plus volatiles, d'expérience, quand je mettais des stop-loss comme je le faisais avant dans le Forex ou face à USDT, en tradant face à BTC ETH, très souvent, on clôturait nos trades en perte, alors qu'en fait, il suffit juste d'attendre la correction qui, derrière, allait donner une impulsion haussière pour clôturer nos trades en gain. Après, ce qui est sûr, c'est ce qu'on fera de temps en temps, c'est que tous les mois, on fera un arbitrage, je regarderai les trades qui ont été toujours pas clôturés, il y en a quelques-uns, et là, on prendra la décision de les clôturer ou pas. Mais si je mettais des stop-loss sur tous les trades que nous envoie tous les jours face à BTC ou ETH, je peux vous assurer par expérience que beaucoup de nos trades seraient clôturés en perte, alors que quelques heures ou quelques jours après, on les clôture en gain. Parce qu'il y a énormément de volatilité.
Voilà, je ne sais pas si c'est clair par rapport à ça. Et de temps en temps, on arbitrera hein, s'il faut, mais c'est vraiment important de comprendre pourquoi je ne mets pas stop. Alors que sur BTC, ETH, sur USDT, par contre, vous verrez, il y aura des stop loss. Parce que ce n'est pas la même stratégie de trading. Ouais, ok. Peut-on copier stratégie en futur, Willy? Ah, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est pas le même mindset. Les stratégies en futur, il faut comprendre que c'est des effets de levier. En fait, on peut engager 5, 10, 20 fois plus que son capital et surtout, on spécule. On ne détient rien, on spécule à la hausse ou à la baisse sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, même sur les tokens que j'utilise. Alors, si tu le fais, tu peux le faire à titre personnel parce que tu es un investisseur aguerri, tu as le mindset. De temps en temps, tu peux monter ton stop loss, le mettre en break-even, le remonter sur ton point d'entrée. Mais c'est beaucoup plus difficile à dupliquer, en fait, Willy, de faire comme ça pour une communauté où tout le monde n'a pas le même degré de trading ou de connaissance sur les effets de levier. Donc, pour l'instant, ce n'est pas duplicable. Tu peux le faire à titre personnel. Moi, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on progressera au fur et à mesure de nos lives, mais pour l'instant, il y a suffisamment de volatilité sur le trading spot pour se contenter de faire ça comme ça. Voilà. Moi, pour l'instant, je ne duplique pas la communauté parce que c'est une autre psychologie, un autre mindset. Il faut mettre des stop loss, il faut régulièrement faire des figures de style pour passer en break-even. C'est plus du tout la même façon de trader et c'est surtout beaucoup plus risqué. Une date, non, Chris, parce que si je te donne une date et qu'on ne la respecte pas, ben, ce n'est pas non plus très pertinent. On travaille. Là, on voulait d'abord optimiser ETH et BTC. C'est ce que je vous ai montré, vous avez vu qu'on a quand même bien progressé. Mais une fois que tout ça sera complètement opérationnel et fonctionnel, on passera à l'USDT. On veut vraiment se focaliser d'abord sur les 2 premières stratégies. Mais je pense que d'ici la fin du mois, ça sera en place. Le Silver Mirror, il faudra avoir un stop loss automatique aussi, car au Canada, les trades sont pris la nuit. Ouais, ils sont pris en temps réel, en fait, les trades. Quand je les envoie, suivant les fuseaux horaires, il y en a pour qui c'est le jour, la nuit. L'intérêt, c'est de pouvoir suivre mes trades même quand vous dormez, justement. OK. Alors, je regarde. Pour la partie Afrique, vous n'avez pas accès à Binance. Ah ben pour l'instant, nous, on a développé l'API sur Binance. On ne peut pas se mettre sur un autre échangeur pour l'instant. Ça a déjà été beaucoup de travail. Et pourquoi Binance? Parce que Binance permet aussi d'avoir des frais de transaction qui sont réduits. D'ailleurs, je vous recommande de détenir du BNB. Hein. Pour celles et ceux qui n'ont pas de BNB, je vous recommande vraiment d'avoir du BNB, même une toute petite quantité, parce que ça vous permet de diviser les frais de transaction par 2. Hein. Vous passez de 0,1% à 0,075 exactement. Donc, vous diminuez les frais de transaction et comme on fait 2 à 3 trades par jour, il est vraiment très pertinent d'avoir du BNB. C'est le token de Binance. En plus, c'est un token qui s'apprécie puisque, comme c'est la plus grosse plateforme à l'heure actuelle, beaucoup de gens ont compris qu'il fallait acheter du BNB. Vous voyez le BNB aussi, hein. Rien que sur une journée, là, quand on regarde ici, voilà, on est sur un actif qui s'apprécie quand même énormément. Voilà, son point le plus haut, c'était 660, mais là déjà, vous voyez, il y a un joli breakout aussi, il y a un réveil ici du BNB, et surtout, vous aurez des frais de transaction qui seront réduits. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi en tradant face à Bitcoin ETH, c'est que si vous clôturez un trade, on fera de l'arbitrage de temps en temps sur des trades qui sont vraiment récalcitrants, qui ne veulent pas. Ce qui est intéressant dans les cryptos, c'est des rendements qui sont inhabituels. Moi, j'ai vu des tokens, j'ai vu des cryptos, des trades qu'on a gardé plusieurs semaines. C'est arrivé, malheureusement. C'est rare, mais ça arrive. Et sur une bonne nouvelle, comme il y a très peu de capitalisation sur les cryptos, il suffit qu'il y ait une bonne nouvelle sur le projet. Et on a vu, hein, il y a des cryptos qui peuvent prendre 30, 40, 50% dans la journée. Ça arrive fréquemment. Et quand c'est sur des trades qui sont en cours, on peut clôturer un trade qu'on a gardé quelques semaines en l'affaire de quelques heures, sur une journée. Et lorsqu'on aura fini vraiment cette alt season qui est en train de se redéclencher grâce au réveil de l'Ethereum et du Bitcoin, si on a toujours des trades qui ne sont pas clôturés avec la alt season, hein, qui est en train de se réveiller à nouveau, ben évidemment, on fera le choix de les clôturer. Alors, tu ne perdras pas forcément en euros, puisque justement, on trade face à BTC et ETH. Tu perdras en quantité de Bitcoin ou d'ETH. Voilà. Mais ton capital euro sera le même qu'au moment qu'avant de clôturer ton trade. OK. Alors, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, le money management. Alors, je vais mettre ça en suspens un instant. Ici. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Hein, je vous le remonte quand même. C'est super important.
BTC, ETH, TP à 2, à 3%, ça dépend. Pour l'instant, je suis encore à 3%. Quand le marché sera plus turbulent, on passera sur des TP à 2%. Vous nous enverrez plus de trades. Voilà. Pour l'instant, Automate n'est pas disponible sur ETH. Alors, excusez-moi, il y a encore un bug avec ça. C'est la souris qui fait des siennes. Voilà. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez ici, regardez bien les tailles des positions. Vous avez un capital inférieur à 500 euros, vous pouvez mettre 20%. Pourquoi? Parce que comme votre capital est plus petit, pour absorber plus rapidement l'abonnement et même pour avoir des effets de levier plus substantiels avec un petit capital, vous pouvez mettre 20%. À partir de 500 euros jusqu'à 3000 euros, on recommande vraiment de mettre 10% par trade. 10% de capital sur chaque trade. Et même au-delà de 3000 euros, je sais que c'est le cas de certains d'entre vous, mettez même 5%. Comme ça, vous pouvez prendre jusqu'à 20 positions. Et là, par rapport à ma stratégie, vous verrez que vous ne serez jamais mobilisé avec 20 trades simultanément parce qu'il y a quand même un vrai turnover régulièrement. Et si en plus vous êtes sur BTC ETH, ben, ça vous ferait jusqu'à 40 trades simultanément. Donc évidemment, vous épanouirez beaucoup plus avec un money management plutôt que de mettre 20% ou 25% par trade si vous avez un gros capital. C'est quand même vraiment dommage. Voilà. Donc ça, c'est les stratégies à court terme. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. L'idée d'avoir plusieurs portefeuilles aussi. Alors, regardez bien ici. Ça, on le verra régulièrement, en plus de la partie Silver Mirror. Voilà. Alors, vous avez plusieurs profils dans les cryptos. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Le profil safe, le profil modéré, le profil agressif. L'idée, en fait, le profil safe, c'est quelqu'un qui va détenir la moitié de son portefeuille en Bitcoin, le 25% en ETH, 20% en stablecoin et un petit peu 5% de son portefeuille en tokens structurels. Qu'est-ce que c'est les tokens structurels? C'est des tokens en fait qui répondent à des vrais fondamentaux, qui ont de réels utilisateurs, qui répondent à un réel besoin, qui apportent une réelle innovation. C'est des projets comme Avalanche, comme Luna, Terra, comme Atom, Cosmos, comme Polkadot, comme dans le gaming, comme Mana, comme Sand. C'est des projets qui ont vraiment des fondamentaux, qui ont des vrais utilisateurs. Donc ça peut être intéressant quand on essaie d'en avoir au moins 5%. 20% de stablecoin, comme ça vous avez un portefeuille qui subit un peu moins les fluctuations. Surtout, vous pourrez prendre des trades avec. Et puis, vous avez le profil modéré, où là, on a 25% d'ETH, 25% en Bitcoin, 10% dans les grandes market cap, c'est les 20 premières. Vous mettez 10% de votre capital sur les 20 premières market cap, 15% en stablecoin, 20% en moyenne cap, c'est de la 50 market cap à la centième, et 5% dans les petites market cap, c'est de la centième market cap et plus. Alors, on peut faire plus facilement des fois 5 ou des fois 10, mais c'est évidemment, vous l'aurez compris, beaucoup plus risqué. Donc, il faut y faire une toute petite allocation. Et le profil agressif, c'est celui qui va avoir 50% dans les grandes market cap, donc ce n'est pas que du Bitcoin, hein, c'est les 20 premières, 20-30 premières market cap. Ça nous intéresse moins parce que c'est pas, surtout à l'époque, un marché qui s'est durci, ce n'est pas celui-ci qu'il faut regarder. Nous, on va faire une combinaison un peu entre les deux. Et vous avez vu sur la partie Bitcoin aussi, ce qui est intéressant, d'après moi, c'est d'avoir la moitié sur la partie trading et l'autre moitié que vous gardez en holding. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez toujours une partie qui va surfer sur la valorisation du Bitcoin et l'autre partie qui est en trading pour en accumuler tous les jours un peu plus. Voilà. Et l'idée, c'est d'avoir, d'après moi, actuellement, c'est d'avoir 20%. Donc, vous avez 35% en Bitcoin, 25% en Ethereum. Donc, ça fait 60% sur Bitcoin et Ethereum. Vous avez 10-15% en stablecoin parce que ça vous permet d'avoir du cash. C'est toujours important d'avoir du stablecoin parce que les gens me disent, mais attends Manu, ça ne sert à rien d'avoir du stablecoin puisque c'est stable. Oui, mais ça vous permet d'avoir du cash. Si vous n'avez pas de cash au moment où il y a une opportunité, ben vous allez être obligé de revendre une crypto pour en acheter une autre. Vous allez déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est dommage. Donc, toujours avoir du cash. Vous savez, je vais vous donner une idée une analogie plus triviale. C'est comme quelqu'un qui a des supports d'épargne, il a un PEL, un livret A, une assurance vie, et en fait, il n'a pas tout sur son compte courant. Il n'a pas d'argent sur son compte courant. Mais c'est la même chose. Vous avez un portefeuille crypto sans stablecoin, ben, ça n'a pas de sens. Vous ne pourrez pas vous positionner quand il y aura des opportunités. Puis surtout, quand vous allez commencer à faire des gains, sur les grands market cap, vous allez commencer à faire du x2, x3 sur Avax, par exemple, sur Luna, vous allez les protéger et les mettre en stablecoin. Et avec ces profils-là, vous pourrez vous positionner sur des cryptos moins chers. Donc, c'est intéressant. Et surtout, faut penser vraiment à se payer. Hein. On oublie souvent de se rémunérer.
Et en fait, en ayant du stablecoin, vous empêcherez le marché de vous récupérer ce qu'il vous a donné. Sachez qu'en fait, le marché, il n'est pas là pour nous donner de l'argent, il est là pour nous en prendre. Donc, le plus important, c'est quand vous faites des profits, pensez vraiment à les protéger. Et ça, on oublie souvent de se payer. Ça, on a besoin de dopamine, ça peut vous paraître curieux, mais ce que moi, je remarque depuis 6 ans que j'accompagne les gens dans la blockchain, dans les crypto-monnaies, même sur les actifs, je pense que vous allez vous reconnaître aussi, c'est que souvent, quand on fait un x2, x3, x4, c'est tellement enivrant de voir son portefeuille dans le vert. Qu'est-ce qui se passe? On oublie de protéger ses gains. Je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, mais je sais que l'année dernière, beaucoup de gens avaient fait en 2020, en 2021, beaucoup de gens me disaient, Manu, c'est génial, en plein bull run, j'ai fait un x5, un x10. Je leur disais, tu sais, c'est comme tout à l'heure quand je vous disais un trade, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu d'argent puisque vous détenez un actif. Ça, c'est l'avantage de trader sur le spot. Tant que vous n'avez pas revendu un trade, il est en moins-value latente ou en plus-value. Donc, tant que vous n'avez pas revendu, vous n'avez ni gagné ni perdu d'argent. Et je sais que des gens faisaient des x5 et je leur disais, mais c'est bon, tu as récupéré un peu de profit. Oh ben non, j'attends, ça va continuer à monter. Ben évidemment, quand il y a eu le crash du 19 mai, tous les gains potentiels qu'ils avaient faits ont été absorbés et se sont retrouvés en moins-value. Donc, dès que vous faites des gains, vraiment par expérience, protégez vos gains. Mettez-les en stablecoin et vous pourrez vous repositionner plus tard quand il y aura un repli. Si cette crypto, vous l'aimez bien, ben vous ne revendez pas tout, vous ne revendez qu'une partie de vos gains ou vous récupérez votre capital initial. Le money management, c'est ça. Ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'abord de récupérer son capital de départ. Et ça en récupérant régulièrement ses profits. Voilà, et vous pouvez mettre un tout petit pourcentage sur ce qu'on appelle les tokens à fort potentiel. Ça, c'est des tokens que vous pouvez retrouver dans la DeFi, dans les autres plateformes que Binance. Là, vous pouvez faire plus facilement un x10, mais les risques sont associés au rendement. Plus les rendements sont sexy, plus les risques sont grands. Sinon, on serait tous milliardaires, évidemment. Donc, surtout, ne mettez jamais 30 ou 40% de votre portefeuille sur des tokens à fort potentiel, parce que là, c'est un ticket de loto. Nous, on est investisseurs, c'est un vrai métier, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour jouer au loto ou au casino. Ça, c'est vraiment important. Voilà, je vais couper ça aussi un instant. Donc, pensez à avoir vraiment une grosse partie de Bitcoin et d'Ethereum, c'est les deux actifs qui résistent à l'épreuve du temps. Pensez à avoir 10-15% de stablecoin sur votre portefeuille. C'est du cash flow, c'est de votre poche de cash pour passer à l'action. Ayez 15 à 20% dans des tokens structurels, vous mettez 3% dans le BNB, 3% dans AVAX, 3% dans Luna, 3% dans des tokens, des projets auxquels vous croyez. Et là aussi, allez directement sur les sites coingeco.com pour vérifier un peu les projets. Allez sur le site du projet en question. Et puis une toute petite partie, 5 à 10%, où là, vous allez vous projeter sur des tokens à plus fort potentiel. Et si vous faites tout ça, vous faites du holding avec ETH BTC, de l'intraday avec Silver Mirror, vous faites du swing sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois sur des grosses market cap, et vous pouvez augmenter ou donner la vitalité à votre portefeuille en allant sur des tokens à fort potentiel. Et quand vous mettez par exemple 10% sur des tokens à fort potentiel, ne mettez pas 10% sur un seul token, mettez 1% sur 10 tokens différents. Comme ça, vous diminuez les risques aussi. Et même si vous avez 9 tokens qui n'ont pas progressé, vous avez un seul qui a fait x10, vous avez absorbé les pertes parce que vous avez divisé le risque par 10. Voilà un petit peu, d'après moi, un bon camembert en 2022 pour être résistant et résilient aux fluctuations du marché. Alors, je vais me mettre ici, je vais enlever ça, enlever le partage, remettre la vidéo, pouvoir vous voir aussi en charnel, voir un petit peu s'il y a d'autres questions. On verra tout ça. Là, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, c'est une vue d'ensemble, j'ai abordé pas mal de thématiques. Après, à chacun des lives, on va rentrer un peu plus dans les détails, on va se mettre focus sur une stratégie en particulier, toujours rappeler un peu Silver Mirror où on en est, faire un point comptable. Mais vraiment, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu le portefeuille idéal, d'où vient le Bitcoin, pourquoi il faut en avoir. Voilà, on verra, on croisera nos recherches au fur et à mesure des lives. Ne vous inquiétez pas, là, c'est allé très vite. En plus, ça a été enregistré. Mais c'était que vous compreniez un petit peu, dézoomer un petit peu la vue d'ensemble et ne pas vous mettre que sur la partie intraday Silver Mirror. Il faut comprendre tout le reste pour être épanoui sur le marché des cryptos. Ouais, ok. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne peux évidemment pas répondre à toutes, vous le comprendrez. J'essaie de voir un petit peu s'il y en a certaines qui reviennent souvent. Reçu, fort, ok. Alors, je reprends vers la fin à l'inverse parce qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que ça a été clair par rapport au camembert? Ok.
Ouais, ouais, on garde bien les 10%, vraiment, c'est important. 10% par trade, c'est vraiment important. Et même, je vous disais même plus, vous êtes plus que 3 000 euros sur la partie Silver Mirror, mettez même 5%. Hein. Comme il y a 2 à 3 trades par jour, de toute façon, c'est la quantité, c'est la loi des nombres qui va permettre d'accumuler le maximum de Bitcoin. Merci pour vos retours, en tout cas. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Je vous montrerai d'autres outils aussi. Voilà comment on reconnaît un bon projet crypto, sur quoi il faut aller. Ouais, je vous montrerai un outil qui permet d'avoir tout ça, de voir justement où c'est qu'on peut reconnaître un projet où il y a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de croissance organique, où c'est quelle l'action, où c'est qu'il faut aller. Et c'est comme ça que je nous envoie des trades aussi. Hein. Tout ça, je vous le montrerai évidemment. Ça sera l'objet du prochain live. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Avec 400 $, il vaut mieux tout mettre sur le Bitcoin. Non, alors ouais, sur des petits montants, évidemment, privilégiez une seule stratégie. Mettez tout sur Bitcoin, parce qu'il y a plus de trades sur Bitcoin. Ne divisez pas 200 et 200, parce qu'il y a moins de performance sur le ETH, parce qu'il y aura moins de trades, évidemment. Les NFT, les ICO, tout ça, on en parlera si vous le souhaitez, bien sûr. Ouais, les NFT, c'est important de comprendre vraiment que là, on a un carrefour. Hein. On est dans la blockchain 2.0. Moi, ce que j'aime dans la blockchain, c'est ça. C'est que je suis l'unique. Qu'est-ce que ça veut dire NFT? Non fungible token. Ça veut dire que vous êtes l'unique propriétaire d'un objet sur le numérique. Par exemple, moi, je possède une œuvre d'art sur le numérique. Plutôt d'avoir une toile en papier, en tissu, ben, je l'ai sur la blockchain. J'ai un morceau d'appartement en token aussi. Voilà, c'est tout ça, les NFT. Les NFT, il faut vraiment vous dire est-ce qu'il y a une utilité. S'il n'y a pas d'utilité, n'y allez pas parce que c'est que de la hype. Et généralement, ça redescend aussi vite que c'est monté. USDT automatique, ça va bientôt arriver. Ouais, ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je n'ai pas de date à vous donner encore. Les métaverses, ouais, c'est une grande innovation aussi. C'est une grande technologie. On en a encore qu'aux prémices, donc c'est difficile de se prononcer. Mais évidemment, dans 4-5 ans, tout le monde aura un casque de réalité virtuelle. Hein. C'est une évidence. Hein. Comme ceux qui parlaient de blockchain il y a 4-5 ans en arrière. Merci à vous, en tout cas. On a dépassé le format de l'heure de jeu. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. En tout cas, j'étais vraiment ravi. Rendez-vous la semaine prochaine. On rentrera un peu plus en technique sur les différentes analyses. Hein, on regardera les différents cycles. Et qu'est-ce qui me permet de vous envoyer un trade? Ça, je pense que tout le monde me pose la question. Qu'est-ce qui fait que tu envoies un signal? À quoi tu reconnais que c'est le bon moment? Ça, on le verra ensemble la semaine prochaine. Merci à vous. Ça a été un vrai plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. Et on reste connecté. À bientôt.